bonjour et bienvenue à Impact Pot. Alors moi c'est TK, Terry Kaufman, l'américain de ce groupe d'amis réunis par rugby, et je suis très content d'être là avec un certain Théodore de Saint-Rémy, ex-joueur au Racing mais qui est aussi éducateur aujourd'hui. Et bon, une petite différence de son, mon cher Théo, aujourd'hui, parce que t'es pas chez toi, mais quand même t'es là, présent avec nous à Impact Pot. Ouais, c'est le plus important. On a tous ces rendez-vous hebdomadaires à la faveur de ce magnifique tournoi des 6 nations. Et franchement, c'est un très très grand plaisir de partager ce moment avec toi. On pense aussi à notre Charlie, qui a beaucoup de boulot en ce moment, mais qui va, on l'espère, bientôt nous rejoindre, et on l'embrasse. Oui, bah écoute, on va parler de tous ces matchs de 6 nations cette semaine, mais pour le coup d'envoi, si vous ne le savez pas, nos chers écouteurs, bah Antoine Dupont, il est bon au rugby. Il est bon au rugby à 15, il est bon au rugby à 7, à 12, à 5, à 25, n'importe quoi, comme vous voulez. Il est juste trop bon, ce garçon. À Vancouver, il a fait son démarrage aux Sevens, en remplaçant tout au début. Et après, bah, il marque l'essai de la gagne pour passer en demi-finale, où malheureusement, on a perdu contre Nouvelle-Zélande, où il était quand même titulaire. Et je pense qu'il a marqué un essai et a fait un super plaquage pour sauver un essai aussi. Mais bon, la France a gagné contre les États-Unis, USA, pour au moins finir 3e pour les hommes et 2e pour les filles. Oui, il brille à 7 et peut-être qu'il nous manque un peu à 15 quand même. Ouais, c'est sûr. Mais peut-être ça veut dire qu'on va avoir un médaille cet été. Ça peut-être ça va être peut-être ça vaut la peine. Allez, on va démarrer avec tous ces matchs. On va parler d'abord Pays de Galles contre Irlande à Dublin. Il y a Taj Furlong qui est le pilier, qui est en larmes pour l'appel de Ireland. Plus de 70 caps pour lui. Il y a des noms qu'on connaît très bien dans les avances. Il y a Bern, Doris, Van der Flyer. Il y a des nouveaux aussi. Crowley en 10 qui a remplacé Sexton, avec le McCarthy de deuxième ligne qui brille en ce moment, et Nash en aile. C'est des gens qui ont déjà fait un nom de ces 6 nations. Pays de Galles, on voit le jeune 15 Winnet, le 10 Costello, qui est nouveau, Dan Biggar n'est pas là. Et je me demandais, tu te souviens de Rice Patchell pendant la dernière Coupe du Monde de celle d'avant? Je pense qu'il était bon, lui. Je me demande qu'est-ce qu'il est devenu. Mais bon, comme les bons vieux temps, il y a plein de Williams et des Thomas dans le compo. Il y a toujours le Beard sans barbe et bien sûr le Wainwright. On y va dans le match et l'Irish McCarthy fait un plaquage et il énonce qu'il va être champ pendant tout le match. Et ça a l'air pas mal côté vert, qui joue un peu comme des Blacks, très rapide, ballon en main, mais quelques maladresses quand même. Il donne le ballon en rouge. Aki étouffe l'attaque des Pays de Galles en grattant le ballon, et après c'est Porter, le pilier, qui va faire le même. Sheenan et Gibson Park avec un petit touche qui plaît. Peine à touche, mais la défense des Red Dragons reprend présent. Bizarrement, l'attaque des trèfles ralentit un petit peu, et peut-être à cause des jolis plaquages, comme celle de pilier Garrett Thomas. Match assez égal en fait, sauf que le mêlée irlandais commence à peser. Mêlée gagnée, peine à touche, balle emportée, les ABCs of Irish Rugby, et c'est 10-0 à 20 minutes. Peine touche, mais la défense galloise va pousser les Irish à faire 12 ou 13 phases de jeu, du gauche complètement à droite pour revenir complètement à gauche encore avant que c'est Lowe qui va marquer dans le coin, 17-0. Les Gallois essaient de révéler un peu, mais face au plaquage de Van der Flier et Doris, c'est pas facile. Le premier mi-temps est fini avec 0 points pour les Gallois. Deuxième mi-temps, le petit Wynett des Rouges essaie de créer un peu de magie. Il reçoit un petit bobo sur la tête pour ses efforts, mais peine un touche pour les Rouges. Sur les 5 mètres avec le ballon porté, mais pas assez clair pour accorder l'essai. L'arbitre italien s'en fout et essaie de pénaliser quand même, et carton jaune contre Taj Burn, 17-7. George North fait beaucoup de plaquages, les troisièmes lignes rouges aussi. L'attaque des Rouges cherche la faille, notamment le 15. 10 minutes de rugby sympa. Et les Rouges essaient de profiter d'être 15 contre 14, mais Taj Burn est de retour et il chope tout de suite le ballon. Difficile de passer la vague verte de Cork Costaud. Petit mot pour le 9 Irish Gibson Park, qui fait un super match. Il a mis beaucoup de vitesse dans cette attaque. Il a failli marquer son essai. 70 minutes, les Rouges respirent un peu, mais pas longtemps parce que c'est Frowley, le 15, et pas Crowley, le 10, qui va marquer un essai. Super passe de Gibson Park, 24-7. Et c'est Ryan Biard, qui lui non plus n'est pas barbu, va faire 50 mètres avec le ballon. La semaine dernière, j'ai blagué sur le manque de look côté Irish, et finalement, c'est Ollie Jagger, vraiment direct des années 90, chauve avec le moustache magnifique. Il entre en jeu. Mais c'est Taj Burn qui va marquer le dernier essai du match, 31-7. Pas si facile quand même. Ireland est vraiment, vraiment fort. Ouais, t'as dit beaucoup de choses, et je commencerai par un petit clin d'œil, moi, de bonheur avec Ollie Jagger, qui effectivement honore sa première cape, je crois, à 31 ans.
Donc je trouve ça magnifique, c'est une très très belle histoire et franchement ça donne, je trouve beaucoup d'espoir à plein de gens persévérants dans plein de domaines. Lui il est dans le rugby et il revêt la tunique verte de son pays frappé du trèfle à 30 ans passés pour la première fois. Je trouve que c'est une belle leçon. Donc déjà un beau clin d'œil et ensuite que dire à part que ces Irlandais sont tout simplement injouables parce que les Gallois sont loin d'avoir démérité. Ils ont fait un match tout à fait honorable et ils perdent 31-7, c'est-à-dire quand même un score où on a l'impression, enfin quand on a joué, tu mets 31-7 à une équipe, t'as l'impression que t'as gagné largement. Ils ont une capacité à avoir un collectif sans point faible et à tenir longtemps le ballon pour arriver au temps de jeu qu'il faut pour aller marquer, qui est impressionnante. C'est-à-dire une capacité technique dans la succession des temps de jeu pour aller au bout de leurs convictions, qui est formidable, qui est digne des plus grandes équipes de rugby de l'histoire de notre sport. On peut absolument pas dire le contraire. Et typiquement, les 7 tag burns sur le gong pour aller chercher les bonus offensifs alors qu'ils ont déjà gagné, qu'on est déjà sur l'après, puisque à ce moment-là c'est fini, mais ils veulent aller le chercher, et ils vont faire, je crois, 16 temps de jeu sur la dernière action pour marquer cet essai. C'est tout simplement formidable, et ça éclaire d'une lumière incroyablement cruelle, et on va en parler après, le jeu de l'équipe de France aujourd'hui, alors que c'était les deux équipes qui étaient un peu favorites de la Coupe du Monde et qui ont été éliminées pour leur plus grand malheur à cette période-là. Une équipe s'en est magnifiquement remise, c'est l'équipe d'Irlande. Une équipe a complètement loupé son après-Coupe du Monde, c'est l'équipe de France. Et je crois que ce match-là, suivi de la confrontation France-Italie, est quand même extrêmement sévère dans la comparaison des deux performances collectives. C'est intéressant, comme tu dis, par rapport à la France, ils étaient jamais pressés en fait en attaque. Ils savaient, il y avait le morceau, ils ont, comme tu fais, le essai de l'eau, où ils ont fait vraiment de complètement à gauche, de complètement à droite pour revenir complètement à gauche, mais sans stress. Ils savaient que ça allait passer. Ou nous, je trouvais qu'on passait dès qu'on était plaqué, on passait le ballon, 5 mètres derrière, parce qu'on avait peur de le perdre. N'importe où, sans savoir à qui. Et ce qui est fou, c'est que encore une fois, les Gallois ont absolument pas démérité et on avait un peu peur parce qu'ils avaient beaucoup de joueurs cadres qui disparaissaient, mais ils ont des super joueurs. Winnet qui joue en 15 à l'arrière, 21 ans, il fait un match d'enfer. Rio Dyer, on le connaissait pas, il est quasiment en train de faire oublier Riz Zamit, il a des cannes de feu, il a des appuis, il défend comme un acharné alors qu'il est pas très costaud. Meilleur plaqueur, il fait un match absolument incroyable. Donc, les Gallois n'ont pas du tout à rougir. Et ils prennent 30 points. Et il n'y a pas photo. C'est dire le niveau de performance des Irlandais, qui, à mon sens, sont en train de marcher vers un grand chelem qui me semble quasiment assuré, tellement ils sont au-dessus des autres équipes. On va pas parler tout de suite, mais c'est quand même notre prochain match, c'est contre Pays de Galles. Et même si on connaît pas super bien cette équipe, c'est pas si facile en fait. Et je pense qu'on va mieux les connaître la semaine prochaine, parce que quand même, tu vois, c'est pas les noms qu'on connaît. Wainwright, je sais pas ce qu'il a mangé pour le petit-déj, mais il est infatigable. Ah, mais incroyable. Il est infatigable. Il fait un match magnifique. Et encore, il fait le match entier. Et à la fin du match, il fait encore des avancées, des actions en défense, etc. Ce joueur est formidable. Donc, encore une fois, les Gallois sont loin d'être ridicules et ils passent à la moulinette. Donc, ça veut dire quelque chose. Oui, mais je pense que peut-être il a changé de coupe de cheveux. Peut-être c'est pour ça qu'il est ici. C'est possible. Il est un peu plus aérodynamique parce qu'il s'est un peu rasé la moustache aussi. Voilà aussi. Moins long qu'avant. Allez, on va parler de Angleterre-Écosse maintenant. Écosse qui est en forme, sauf contre nous. Ils ont perdu. Ils n'avaient pas de chance, on va dire. Il y a Kinghorn qui est là, qui remplace bien sûr Stuart Hogg. Angleterre qui veut sauver le roi et aussi sauver l'honneur aussi, parce que ça fait 3 ans sans victoire pour les Anglais. The Flower of Scotland. D'ailleurs, si vous connaissez pas les paroles, en fait, il parle de l'effet de renvoyer l'armée de la fière roi d'Angleterre, King Edward,
Donc, ils veulent renvoyer les Anglais à la maison. Et ça, c'est pour le côté histoire. Pour les côtés équipe, il n'y a pas de Stewart pour les 15 de la Rose. Je n'ai pas compris trop pourquoi, parce que je trouvais qu'il était plutôt bien. Il a bien assuré dans les airs dans les autres matchs. Il a fait un super match la semaine dernière. C'est sûr. Et donc, plutôt, il est remplacé par un jeune Fairbanks. Pas de Marcus Smith non plus. Il y a Ollie Lawrence qui est de retour. Et après, il y a un autre Smith. Hein. Oui, il y a un Finn Smith aussi. Je trouve qu'il y avait 2 Finns sur le terrain à un moment. 2 ailes, c'est marrant. Après, il y a les réguliers, on va dire, Dan Cole, Genge, Itoje, Ford et bien sûr le capitaine, le talonneur Jamie George. J'ai pas pensé de parler de l'équipe de l'Écosse, mais je trouve qu'on les connaît très bien. C'est les arrières qui sont formidables. Devant, ils ont des frères, donc ça c'est toujours bien, des frères Ferguson. Mais en fait, je trouve que c'est vraiment l'équipe of the century, on va dire. C'est vraiment un des meilleures équipes de l'Écosse en ce moment, malgré, on va dire, quelques personnes qui sont pas là, comme Stuart Hogg. On va démarrer avec Kinghorn qui montre ses jambes 2 fois en 20 secondes, mais c'est Fairbanks en fait en question qui va marquer facilement après un joli maîtrise en mêlée des Anglais. Joli combi quand même derrière, 7-0. Début de match un peu bizarre pour les Anglais qui envoient les envants, mais pas mal de fautes de main. Les Scottish kickent le ballon beaucoup, mais c'est approximatif. Quand même, les Anglais, ils ont beaucoup d'énergie. C'est 10-0 pour eux. Le ballon est une vraie savonnette parce qu'il y a des en avant partout. Il n'y a personne qui brille pour l'instant, jusqu'à le centre des Bleus, Hugh Jones, qui sert Van der Merwe pour un super essai, 10-7. À 24 minutes, les Anglais sont dévastateurs dans les nettoyages. Ils sont venus pour faire mal au Murrayfield. Mais Murrayfield chez Van der Merwe et qui fait un geste, mais bellissimo, s'il était italien, 14-10 pour Écosse. Je pense qu'il était servi par Hugh Jones encore après un en avant anglais. Hugh Jones qui est encore très très actif. Il y a Finn qui passe une pénalité. Ford, d'ailleurs, il nous rappelle qu'il sait faire des drops. On est 17-13 pour le mi-temps pour Écosse. Oui, il tourne significativement devant à la mi-temps les Écossais, alors qu'on avait vraiment de quoi être inquiet après le début de match des Anglais, qui était plein de conviction. Ils marquent très vite, ils prennent le score à 10-0. Et quand c'est comme ça avec les Anglais, souvent c'est difficile quand même. Donc je trouve que c'est tout aux honneurs des Écossais d'avoir réagi, de pas avoir douté, d'avoir repris les devants. Et on va le voir sur la suite de la confrontation qui était absolument formidable. Ils ont tenu la dragée haute à ces Anglais, ils les ont regardés dans les yeux sans avoir peur alors que les Anglais avaient pris le score. Ça prouve que cette équipe a mûri quand même. Et qu'elle a des convictions, en dépit de la défaite la semaine dernière contre nous, qui était un peu un coup du sort en plus à la toute fin. Ils ont su se remettre la tête à l'endroit, typiquement, contrairement à d'autres, hein, n'est-ce pas, et remettre la marche avant avec des convictions fortes et des points forts sur lesquels ils sont top, c'est-à-dire qu'ils ont quand même des avants qui arrivent à bien contrer les adversaires dans les rucks et à faire des points de fixation solides au milieu du terrain. Et ils ont ce joueur extraordinaire. Je te laisse parler de la deuxième mi-temps, puis on en reparlera en conclusion. Mais Van der Merwe, mais épouse-moi, quoi. C'est fabuleux, quoi. Ouais. C'est pas possible d'être un joueur comme ça, quoi. En fait, avant que j'oublie, je vais lui faire un petit mention pour quand même des plus vieux, on va dire, Dan Cole. Dan Cole, il a bientôt 37 ans, tu vois. Sans handicap, le pilier chauve, là, des Anglais. Mais il a fait des plaquages. Avec son petit sang en haut du crâne. Oui, c'est ça, oui, déjà, tout au début du match. Avant même de commencer le match, il est déjà en sang sur le cuir chevelu. Il a fait des plaquages. On s'appelle ça en anglais de open field tackle. En fait, c'est très ouvert. Il y a un arrière qui vient vers lui et il fait des plaquages, mais sublimes, lui tout seul, contre des arrières qui sont bien plus rapides que lui. Le talonneur Jamie George, à 64 minutes, il courait en poursuite des coups de pied, mais comme un dingue. Je trouvais ça, mais vraiment incroyable. Allez, on va démarrer le deuxième mi-temps avec l'acteur Gerard Butler qui dit « Hello » de la part de Hollywood. La première opportunité, c'est pour l'Écosse, mais la défense des Anglais reste en place. Mais pas pour longtemps, parce que c'est le triplé pour Van der Merwe. C'était un touche piqué par les avants. Finn Russell avec un passe au pied, mais parfaite. Et Van der Merwe qui finit en beauté, 24-13. 54 minutes, Écosse toujours devant par 8 points. Mais on sent quand même l'urgence chez les Anglais, mais encore des petites erreurs. Finn ajoute 3 points au pied. 60 minutes, on voit notre ami Marler qui arrive. Et bien sûr, cette deuxième Finn de Finn Smith pour les Anglais. 30-16, joli petit raclé, on peut dire. Ah non, j'ai parlé trop vite. Essai par le centre remplaçant des Anglais, 30-21.
encore 12 minutes à jouer et Angleterre en pleine d'énergie. Gros moment de défense pour des chardons sur un mold à 10 minutes de la fin. On reçoit un joli Flower of Scotland en récompense. Écosse finit avec un mold de 40 mètres et un plaquage cathédral. Un carte jaune pour le man of the match, Van der Mel. 30-21 pour l'Écosse. Bravo pour cette meilleure équipe d'Écosse de jamais. Oui, je crois vraiment que Van der Merwe, sur cette action où il fait un plaquage cathédral qui est un peu idiot, effectivement, j'ai jamais vu un mec sortir acclamé sous un carton jaune à ce point-là. C'est-à-dire que il fait cette faute qui le met dehors, mais ça lui donne une occasion extraordinaire de sortir tout seul. Sous les applaudissements. Il est acclamé par le stade parce qu'il a fait un match, mais c'est indécent de faire des matchs avec ce talent. Alors moi, je l'avais beaucoup dit, l'année dernière, je disais, mais ce joueur, quand il est en forme, il peut être le meilleur joueur du monde. Et franchement, ce qu'il montre sur ce match-là, c'est exceptionnel. Il sait tout faire. Il a des cannes de feu. Il est opportuniste au dernier degré. En plus, collectivement, c'est hyper bien fait sur le premier essai qu'il marque. Tu sais, c'est une succession et puis c'est 12-13. Un joueur qui est plaqué sans que les bras lui soient pris et qui fait la passe piston quand il va au sol. Et c'est génial. C'est aussi à montrer dans les écoles de rugby sur la continuité du jeu, c'était arrêter d'aller péter avec le ballon sous le bras en s'en foutant de la continuité du jeu. C'est arriver à se retourner, tomber sur le dos, arriver à faire cette passe dans le tempo. Quand t'as Van der Merwe qui arrive dans l'axe, mais c'est juste un pur régal. Donc derrière, il joue la fin de 2 passes, il embarque 4 mecs qui montent quasiment dans la tribune et il marque. Et puis l'essai qu'il met en deuxième mi-temps, c'est une pure merveille là aussi collective parce que c'est d'abord un ballon volé en touche. Tu as Red Pass qui vient de rentrer, qui trouve un trou absolument génial au centre du terrain, qui mystifie 2-3 défenseurs. Derrière, ça rejoue et Russell te met un coup de pied mais millimétré. Et évidemment, Van der Merwe, il fait pas tomber le ballon, il va mettre le hat-trick. Après, il a failli mettre un 4e essai, mais enfin, voilà, c'était absolument génial. C'est ce qui fait de ces confrontations entre nations britanniques des moments uniques qu'il faut regarder quand on aime le rugby, parce que ce sont vraiment des équipes qui se respectent, qui se rentrent dedans, mais qui déploient de part et d'autre des jeux qui sont qualitatifs sur le plan technique et dans lesquels il n'y a pas de renonciation sur les fondamentaux. Les mecs ne trichent pas. Ce maul qu'ils leur mettent à la fin du match à 77e de 40 mètres, tu mènes, t'étais mené par les Anglais, t'es devant ton public, tu reprends le match à ton compte, tu vas gagner et tu leur mets 40 mètres de maul dans la gueule, mais c'est trop bon, quoi. C'est vraiment magnifique. Donc moi, j'ai adoré ce match. Je me suis évidemment fait enguirlander parce que j'ai passé l'après-midi devant la télé à regarder les 2 matchs entre nations britanniques. Tout le monde me dit, bon, ceci est un autre sujet. Voilà, petite dédicace à ceux qui m'écoutent et qui se reconnaîtront sur ce propos. Mais je recommencerai parce que c'était trop bon. Voilà. C'est marrant parce que moi je suis allé au cinéma avec ma famille, donc j'ai raté le match en live et je suis allé, et en fait j'ai vu La Reine Animale qui est super sympa comme film. Donc je suis avec toute la famille et je suis revenu et j'ai regardé pas mon téléphone parce que je voulais pas savoir le score et finalement j'ai pu regarder tout le match sans connaître le score et comme j'étais content de passer ce beau moment toute seule avec le iPad, mais quand même c'était magnifique. C'est top. Petit clin d'œil, le nouvel entrant Red Pass qui fait l'action qui mène au super essai. Bon, ceux qui l'ont vu en direct le savent, il est né à Narbonne, c'est rigolo, puisque son père jouait à Narbonne à l'époque, donc je pense que c'est peut-être un gars qui a en plus la nationalité française. Dommage, il joue pour l'Écosse, mais super joueur, et c'est un très jeune joueur aussi, qui a montré des belles choses sur le terrain, donc petit clin d'œil, c'est quand même un mec des Corbières. Ouais, je sais pas où j'ai lu ça ou entendu ça, pardon, je pique le blague de quelqu'un d'autre, mais quelqu'un disait que Gregor Townsend, chaque fois qu'il gagne contre l'Angleterre, en fait, il renouvelle son contrat pour l'année par la suite. C'est ça, et accessoirement, ça fait quand même 4 fois de suite qu'ils battent les Anglais dans le tournoi Destination. Donc je pense que c'est une série un peu inédite pour ce qu'ils appellent cette Calcutta Cup. Tu sais que c'est le trophée qui est remis à chaque confrontation entre les Anglais et les Écossais. Donc là, les mecs, ils ont fait le plein de confiance pour les 10 ans à venir. Ils peuvent perdre 10 fois maintenant. T'as gagné 4 fois de suite, 5 fois de suite. Ils sont trop contents. Et puis, ce joueur de Finn Russell qui a toujours ce petit sourire coquin, cette attitude encore d'enfant content de jouer. Ce mec a une telle fraîcheur dans sa manière d'aborder ce sport. Ça fait du bien. C'est vrai que c'est un peu
l'anti-Wilkinson, même si on adorait Wilkinson, ou ces joueurs parfois froids, les Rob Andrew, le Owen Farrell, etc., qu'on admire parce qu'ils sont forts, mais qu'on déteste parce qu'ils sont chiants. Et en fait, Finn Russell, on peut pas le détester parce qu'il est génial, il est fantasque, il est souriant. T'as l'impression qu'il est pas dans un sport de combat, il est juste dans un sport de talent, quoi. Je suis fou de ce joueur parce que il est unique, il dégage une aura tout à fait exceptionnelle dans un sport aussi dur sur le plan du combat. Il se rappelle que c'est un jeu. Il est une leçon à lui-même sur le fait que ce sport a été inventé dans une école pour des enfants. Il est resté un enfant et c'est aussi un immense champion. J'adore ça. Ouais, c'est vrai. Je suis pas sûr si tu as vu le série sur Netflix, mais en fait, tu comprends que quand même, Gregor Townsend qui est vraiment, OK les gars, on a gagné, c'est bien, mais c'est pas assez bien, il faut qu'on gagne encore, tu vois, qui est très strict, on va dire. Et tu vois Finn Russell qui, vraiment, comme tu dis, est comme un enfant. Il explique que bon, ils avaient un peu de mal à s'entendre pendant quelques années, et c'est pour ça que Finn Russell, si tu imagines qu'il jouait pas Finn Russell, tu vois, parce qu'au niveau de personnalité, ça matchait pas, quoi, mais finalement, ça match bien maintenant. Bon, on peut en parler de cette équipe parce que c'est quand même une jolie équipe en bleu. On va parler des deux autres équipes en bleu, hein, France-Italie maintenant. Ouais. Et à propos des couleurs, quand même, j'ai lu que le match Irlande-Pays de Galles s'était joué pour la dernière fois avec ces couleurs vertes et rouges. Est-ce que tu sais pourquoi ? Oui, parce que mon cousin est daltonien, en fait. Eh ben voilà, donc tu sais, et ton cousin va être très content. Et maintenant, pour que ce soit accessible, effectivement, aux personnes qui sont atteintes de cette un peu difficulté visuelle de daltonien qui fait mélanger les couleurs, et en particulier les couleurs vertes et rouges, et grosso modo, eux, ils voient des mecs marrons qui jouent contre des mecs marrons, en fait. Et donc, comme il y a beaucoup de daltoniens dans le monde, ils ont décidé qu'il y aurait plus ces confrontations entre équipes rouges et vertes. Et d'ailleurs, a priori, le maillot des Sud-Africains, tu sais, à la Coupe du Monde, qui était un peu blanc, un peu particulier avec des couleurs vertes pastel, avec des petits losanges, etc., ouais, avait été aussi pensé comme ça pour qu'il y ait beaucoup de blanc dessus et qu'il soit visible par les daltoniens dans des contextes où les couleurs étaient pas compatibles. Donc voilà. C'est quelque chose auquel je n'avais pas du tout pensé. Je suis un peu triste pour nous parce que ces couleurs vertes et rouges, ça fait partie du décor et de l'histoire du tournoi. Et en fait, c'est aussi l'évolution de l'accessibilité du sport. C'est un clin d'œil sympa aussi. Ouais, mon cousin va être content. Allez, on passe à notre match. Ouais, on passe à notre match à nous, France-Italie, dans les jolis Decathlon Arena à côté de Lille. C'est Christopher Riley qui est l'arbitre, avec un visage très jeune mais des biceps de monstre. Très poupin. Mais t'as vu ses biceps quand même? Oui. Pas beaucoup de changements pour notre équipe. On a Lebel qui est là et aussi Tulagi qui va commencer en titulaire en deuxième ligne. Italie commence avec un grattage par leur pilier. Cross, il va faire le même pour nous. C'est Waki le sauteur en touche et pas Tulagi, c'est logique. Et la touche a l'air un peu mieux que les autres matchs. Et première mêlée est pour nous et on la gagne par surprise parce qu'on a 100 kilos de plus dans le pack quand même. Olivon va marquer un essai, on va dire que c'est un peu chanceux quand même. Maintenant, c'est Italie sous pression. Être plaqué par Waki et Tulagi en même temps, c'est pas évident. On rate une opportunité de 3 contre 2. Ficou qui garde le ballon quand il a le fusil Penaud sur la droite. Notre mêlée explose l'Italien et on prend les 3 points. Tour aux Italiens maintenant, qui avancent pas mal, quand même, petite alerte. Mais Danti nous rappelle pourquoi il est là avec un grattage. Garbici essaye de plaquer Uni Antonio. Notre mêlée fait des ravages et on campe devant les 5 mètres, mais notre attaque n'a pas assez de place pour marquer et, il faut le dire, ils sont pas mal en défense, les Italiens. Waki contre un coup de pied, on n'arrive pas à écarter assez vite. Kro pique un ballon, encore des opportunités ratées. On domine largement, mais on n'est pas relax, on est trop pressé. On devrait avoir 2 essais de plus au minimum. Jalibert se fait sécher par Menoncello, qui a fait un super match. Penaud rate une chance où un temps normal, il va briller. Perso, je suis frustré parce qu'on débarrasse des ballons trop facilement. Jalibert est blessé, Tulagi commence à prendre ses marques, mais l'essai nous échappe toujours. Les Italiens nous fait un peu peur. Danti fait un tête contre tête qui au début me semblait un peu fantôme, mais carton jaune et 3 points pour les Italiens. 10-3 pour le mi-temps. Oui, ça avait assez mal commencé dans le stade de Villeneuve-d'Ascq parce que le toit était fermé et visiblement les grands animateurs des animations pré-coup d'envoi ont jugé bon néanmoins de tirer des feux d'artifice. Ah, c'est pour ça. Donc la fumée ne s'évacuait pas
Et il y a plein de gens qui ont protesté énormément parce qu'il y avait une grosse fumée en fait qui ne partait pas, et donc les gens qui étaient dans le haut du stade ne voyaient rien. Ah. Donc moi je suis quand même très surpris qu'on puisse faire des conneries pareilles dans des stades dont on maîtrise quand même un petit peu les configurations. Ils sont pensés pour ce genre de truc. Ça m'a un petit peu surpris d'apprendre ça, et peut-être que d'une certaine manière c'était les prémices d'un match qui s'apparente à une purée de pois et à une bouillie de rugby, puisque cette première mi-temps était quand même assez désespérante, avec des occasions ratées, mais à la pelle. En veux-tu, en voilà. Une domination quand même assez outrageuse des Français, et tu l'as dit, y compris en conquête. On avait retrouvé à peu près nos repères en touche, et où on était dominateur en mêlée, sauf à une occasion, je crois, et où on se retrouve à buter sur une ligne de défense, certes efficace, mais qu'on ne met pas en danger parce que une absence totale de créativité et de conviction. Et quand tu vois la différence avec la qualité technique des Écossais, qui sont capables d'enchaîner 16 temps de jeu pour aller au bout de leur conviction, et nous, au bout de deux temps de jeu, c'est la panique et on balance le ballon derrière comme des cadets, c'est absolument incompréhensible, et j'étais très inquiet à la mi-temps. Et tu avais raison, parce que le carton est finalement rouge pour Danty. Lebel qui passe en 15 maintenant, et Ramos qui va passer en 10, il va ajouter 3 points. Les Italiens vont quand même tester notre défense. À 48 minutes, un peu tôt que normal, on voit l'arrivée de tout le monde. Les frères Tao apportent leur poids. 55 minutes, et voilà un peu de joie dans notre jeu. Lebel qui enjambe, Moefena qui gagne des mètres, et le Garec qui éjecte vite le ballon. Tour maintenant aux Italiens. Il y avait une espèce de feinte de course de talonneur sur le ballon porté. Je trouvais ça drôle. 60 minutes, ils ajoutent 3 points, les Italiens, 13-6. Capozzo commence à chauffer. L'attaque italienne commence à rouler, mais Charles Olivon est au charbon. Meofana a aussi mis un petit claque à Mencello, et à 65 minutes, on gagne la mêlée à 7. Intéressant. Bel ballon porté par nous, mais on le perd aux dernières secondes. Vers 70 minutes, c'est Capuzzo qui va marquer son essai, et voilà, on est 13-13. Penaud essaie de faire son spécial, ça veut dire le coup de pied à suivre dans le couloir, mais il n'a pas de chance. Moefena sur le côté passe dans des chaussettes pour Penaud. La France est fatiguée et sans solution. On perd le mêlée, mais on gagne le touche. C'est la dernière chance. Ramos sert Penaud et on est dans le 22 Italie, mais non, ballon gratté par les Italiens. Autour de 80 minutes, on a le ballon, mais on est chez nous. On n'arrive pas à dépasser la défense d'Italie. Ils ont la pénalité de la gagne, mais la pauvre Garbici, dans la pression et dans la confusion, il n'arrive pas à passer la pénalité de la gagne. Et voilà, c'est dur pour lui, c'est dur pour nous. Match nul, 13-13. Garbizi va faire des cauchemars toute sa vie de ce but raté, en plus avec un scénario un peu improbable. Le ballon tombe un peu, il arrive à le remettre vite fait, il le tape à l'arrache, et en plus il tape le poteau, donc ça ajoute à la cruauté. Il le rate même pas vraiment, quoi. C'est vraiment pas de chance. Et très honnêtement, les Italiens méritaient complètement de gagner. Oui. Ils avaient fait ce qu'il faut pour rester dans le coup. Grattage à la 80e, c'était le scénario catastrophe pour nous, et le scénario du rêve pour eux. Moi, j'ai regardé ce match-là dans un pub avec des mecs autour de nous. Je voyais le match passer, et le scénario, mais on le voyait arriver gros comme une maison, qu'on allait se faire doubler sur le fil à la fin du match, parce qu'on n'avait tellement pas utilisé nos temps forts pour prendre de l'avance, et on était tellement sans conviction que on le voyait absolument arriver. Donc, que dire d'autant de gâchis et de tristesse, si ce n'est que je crois qu'il aurait été encore plus simple et plus juste que les Italiens gagnent. Ça aurait eu le mérite de déclarer clairement une crise qui de fait est là, dans cette après-Coupe du Monde. On a fait semblant, on en avait parlé dans les premiers épisodes, nous parlez plus de la Coupe du Monde, c'est derrière, nous on regarde devant, tout ça. Non, on n'a pas digéré cette défaite en quart de finale, c'est maintenant très clair. On voit que des équipes ont digéré leur déception, et on en a parlé, les Irlandais, eux, y arrivent. Après, on doit aussi être lucide sur le fait que par rapport à l'équipe du printemps dernier, qui passe 50 points aux Anglais à Twickenham, si on reprend notre cher Pinard Test dont tu te rappelles, oui. et, le premier élément, c'était 2, 4, 8, 9, 10, 15 World Class Players. Et regarde,
qui compose cette équipe l'année dernière. Je dis pas que ceux qu'on a actuellement sont mauvais. Julien Marchand, pas là, enfin remplaçant. Flamand, pas là. Aldrit, pas là. Dupont, pas là. Ntamak, pas là. Il reste Ramos. Donc, on a évidemment une équipe qui est décimée par les blessures et par les choix qu'on peut critiquer ou pas sur cette histoire de Jeux Olympiques. Mais on peut pas remplacer des grands joueurs comme ça, qui avaient commencé à écrire une histoire et à écrire une colonne vertébrale, en faisant comme si c'était pareil qu'ils ne soient pas là. Ça, c'est vraiment pour dédouaner aussi un peu la faillite collective. Mais on doit quand même s'interroger sur la persistance des choix de Fabien Galtier après 2 matchs complètement ratés quand même en début de tournoi, même s'il y a eu la victoire en trompe-l'œil en Écosse, de garder à peu près la même équipe, de pas remettre en question sa charnière, de pas aller chercher de jeunes joueurs pour dire écoutez les gars, ok, on tire un trait sur la performance au tournoi cette année, mais raison de plus, on va donner du temps de jeu à des mecs qui montrent des choses en championnat, on va mettre titulaire des mecs qui ont montré des choses sur leur rentrée. Pas de bol, Nolan Le Garec, un nouveau remplaçant, il fait pas une très bonne rentrée, il fait clairement la moins bonne rentrée de ces 3 matchs, il rate plusieurs choses quand il rentre, etc. Mais à nouveau, Lucu a été mauvais, je suis désolé, il est lent, il a pas d'idée, il ne crée rien, il ne pèse pas, donc il sert à rien. Donc, la loi du sport de haut niveau doit dire à Fabien Galtier, ok, tu veux pas le briser en disant, bah déjà t'étais derrière Dupont, puis là maintenant que c'est toi le titulaire, t'as pas le niveau, on va mettre un jeune à ta place, j'ai peur de te briser. D'accord, mais en même temps, il faut aussi que les mecs se regardent dans la glace, et quand ils sont mauvais, ils doivent aller sur le banc. Et là-dessus, je suis vraiment pas d'accord avec Fabien Galtier sur sa compo. Oui, je trouve ça bizarre pour le coup parce qu'en fait, je trouvais qu'il était présent en défense, mais il était très souvent dans les rocks. En fait, il était très souvent en train de protéger le ballon et en fait, donc il était perdu, il était consommé. Et pour moi, c'était pas, il donnait pas le chance à ses avants d'aller faire le déblayage parce que je pense que c'est les derniers matchs où en fait, on manquait des ballons libres en fait et tout le monde tellement. Il ne pèse absolument pas sur la défense d'en face. Il ne pèse pas en attaque. Mais donc, ce que j'ai pas compris, c'est aussi cette espèce de, on passe plus le soit on passe complètement en catastrophe et Penaud par exemple il passait plusieurs fois, il était plaqué, il lançait 5 à 10 mètres derrière, je trouvais ça bizarre. Mais par contre Fickou, par exemple, je comprends depuis quand Fickou est un coffre ballon en fait, parce que ça arrivait plusieurs fois où il passait pas le ballon. J'ai pas compris, j'ai jamais vu Fickou comme ça. Au moins il a avancé. Oui, au moins il a avancé. On peut dire qu'il s'est démené. Il a quand même gagné du terrain plusieurs fois. Moi je pense que Fickou a été effectivement plutôt au rendez-vous. Penaud, oui, clairement pas dans un bon jour. Des erreurs. À un moment, il a du champ sur l'aile, il tape un coup de pied pour lui-même qui sort directement en touche. Mais non, c'est pas acceptable à très haut niveau pour des mecs comme ça qui sont en passe d'être le meilleur marqueur de l'histoire du tournoi. Et je lui souhaite, de l'histoire de l'équipe de France, et j'espère qu'il le sera et il le mérite. Et ô combien on adore ce joueur quand il est dans ces matchs où il est seul au monde, un peu à la Van der Merwe. Il nous a fait des matchs comme ça. Je pense que Van der Merwe, il a piqué ses chaussettes ou quelque chose, tu vois. Il a fait exactement ce que Penaud fait pour nous en fait. C'est un truc de dingue. Et puis Danty, c'est à nouveau une faute désespérante, quoi. C'est désespérant de faire ces erreurs-là. Et c'est vrai que quand on est un peu en difficulté contre une équipe contre laquelle on a toujours du mal à mettre notre jeu en place, jouer à 14 contre 15, c'est très dur, c'est trop dur. Voilà. Donc Willem C, il y a 2 matchs. Danty maintenant, qui sont des éléments un petit peu essentiels du dispositif. On a beau dire, les gars, on va se retrousser les manches, on va le faire pour eux et tout ça. Ben, c'est très dur, c'est trop dur. Donc, il faut pas prendre de carton rouge. Il faut arrêter de plaquer la tête en avant au niveau de la tête des autres. Je pense que c'est quand même pas très compliqué. En plus, sur ce plaquage-là, il a du champ, il arrive, je veux dire, il se baisse, il le prend au niveau de la taille en arrivant en planche, il le coupe en 2, dans la règle. Alors, c'est quoi cette histoire de monter la tête en avant vers la tête de l'autre? Ils sont quand même pas idiots. Pour moi, ce sont des fautes qui sont incompréhensibles. Et derrière, les joueurs, ils ont raison parce qu'ils veulent pas accabler leurs partenaires, et c'est bien parce que une équipe de rugby, c'est une famille et on doit pas se tirer des saloperies et pas baver sur les autres. Mais on peut pas éternellement excuser ce genre de truc. Ça coûte trop cher. Ce n'est pas acceptable. Voilà. Bonne nouvelle. Maintenant, j'espère que la remise en question, parce que c'est quasiment une défaite, très honnêtement. Enfin, c'est un séisme. Match nul contre l'Italie, à qui on a passé 60 points il y a 2 mois. Oui. 60. Donc là, si on ne dit pas que c'est quand même un problème managérial, ou que c'est un problème de posture, ou d'appréhension d'un match et de rentrer dans un match on leur a mis 60 points.
C'est-à-dire que quand on a joué contre eux à la Coupe du Monde, les mecs étaient surclassés. Et là, on perd, enfin on fait 13-13, mais si on perd, c'est pareil, quoi. Ouais. Est-ce que c'est explicable et acceptable? La réponse est non. Donc maintenant, l'avenir de Galtier à la tête de cette équipe, on va être obligé de se poser la question, même si c'est un super technicien et on va pas jeter le bébé avec l'eau du bain, mais on va être obligé de se poser la question. Contractuellement, ça va être très compliqué. Il a encore 4 ans de contrat. Il est très bien payé. La fédération a des problèmes de pognon. Donc, en plus, là-dedans, va se poser la question de si je le vire, je dois lui payer une blinde. Donc, on n'a même pas les mains libres pour dire, écoute, Fabien, on va se séparer parce que finalement, l'échec, c'est trop dur. Je sais pas si c'est ce qu'il faudrait faire. Mais on en vient à se poser ces questions-là, ce qui est un peu désespérant. Écoute, une chose que j'ai lue, c'est que The Kick, en fait, nous, on avait avancé sur le kicker de pénalité et normalement, on ne doit pas bouger et donc, il a le droit de le refaire. Et donc, comme il a raté, il avait le droit d'avancer 10 mètres de plus et retenter le kick. Donc, quelque part, peut-être l'arbitre, il a pas fait le job là, on doit faire le redonner. Alors, moi, j'avoue que j'ai pas relu les règles là-dessus. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils avaient le droit d'avancer parce que le ballon était tombé. Le ballon est tombé du plot. Donc à partir du moment où le ballon est tombé, il a le droit à ce moment-là de le reprendre et de le taper, soit en drop, soit de le remettre et de le taper dedans, ce qu'il a fait. Mais Thierry, ce sont des détails dont on se fout. La vérité, c'est que intellectuellement, on a perdu ce match contre les Italiens. Parce que faire un match nul à domicile, au rugby, le match nul, c'est quand même très rare. Faire un match nul à domicile contre les Italiens, à qui on en a mis 60, sur le territoire là, dans un match qui devait être le match du rachat après un match raté et un match un peu chanceux, pour remettre vraiment la marche avant, il fallait leur en mettre 50 en disant on a merdé contre les Irlandais qui sont les meilleurs du monde, on a rattrapé le coup et eu un peu de chance en Écosse, et maintenant on est la vraie équipe de France, on leur en met 50 parce qu'on leur en a mis 60 il y a 2 mois. Bah, on a raté cette prise de parole qui était celle qui était attendue par le monde du rugby. Donc nous, on doit être solidaires de notre équipe. On doit continuer de pas accabler en particulier les joueurs, etc. Mais sur le projet, sur la manière dont les joueurs s'accaparent ce projet et le réalisent pour quelque chose qui est le maillot bleu, l'honneur absolu d'un joueur de rugby qui veut défendre ses couleurs, les couleurs de son pays dans son équipe nationale dans une compétition historique, on n'y est pas du tout. Donc, il faut se remettre en question. Allez, quelques petits points, on va dire plus drôles. En fait, ça m'a fait rappeler de la dernière match nul, c'était Japon. Il me semble 23-23, si tu te souviens de ce match. J'y étais. Ah ouais. Donc, ouais. Peut-être pas une belle souvenir non plus. Non, mais c'était à la Défense Arena. Ah oui, ok. Au stade du Racing. Ah ouais. Écoute, il y avait quand même un joueur qui s'appelle Ross Vincent, qui en fait qui est étudiant en Angleterre. Qui en fait c'est marrant parce qu'il joue en tant qu'étudiant mais il est amateur il me semble pour les Exeter Chiefs en tant qu'universitaire et en fait c'est assez marrant parce qu'il y a 6 semaines en fait le mec il travaille à Domino's Pizza tu vois en tant que livreur et après il y a 6 semaines plus tard il est en train de faire des super matchs face à la France. C'est quand même beau ce sport, je trouve. Alors, à propos des jeunes, et pour tempérer ton enthousiasme, parce que je te vois bien, t'essayes de changer de sujet, parce que tu me trouves négatif, je te connais. Mais je rappelle quand même que les U20 ont également perdu contre les Italiens. Exactement, ils ont perdu. Enfin, je dis pas également, parce que nous, on n'a pas perdu, mais ils ont perdu contre les Italiens. 23. Moi, je veux y voir... Pardon, 23 à 20, ils ont perdu. Ouais. Je veux y voir quelque chose de positif parce que les U20 c'est pas pareil, c'est pas la grande équipe de France, c'est des joueurs beaucoup plus en formation, en devenir, etc. Donc c'est moins grave d'avoir des résultats un peu en dents de scie. Et je trouve ça bien pour les Italiens parce que on sait qu'on a besoin d'une Italie qui globalement élève son niveau de jeu, progresse et devient une équipe qui rivalise dans ce tournoi. Donc moi je suis content pour les Italiens qu'ils aient gagné. Je suis bien sûr malheureux pour les Français. Mais il faut aussi que ça leur serve de leçon. Ils ont été outrageusement dominés devant, notamment, en mêlée fermée, les U20. Ils ont beaucoup souffert, ils ont été beaucoup pénalisés dans ce domaine-là. Donc, il y a forcément là aussi des enseignements à tirer. Et quelque part que l'Italie se développe, gagne en fin des matchs, et peut-être que ça leur attirera des licenciés, des gamins qui peuvent s'identifier à leur équipe nationale, ce qui est nécessaire pour avoir un réservoir de joueurs.
je fais aussi cette lecture positive pour le rugby italien. Bah, merci pour cette petit mot de positivité. Tu connais la Calcutta Cup en fait entre l'Angleterre et Écosse. Est-ce que tu connais le nom de ce trophée entre Italie et qui est partagé? Je sais pas s'ils ont coupé en deux. Je sais pas, mais est-ce que tu connais le nom de ce trophée entre Italie et la France? Mais bien sûr que je sais qui c'est. Garibaldi, c'est un grand bonhomme de l'Italie, de la République, puis du royaume d'Italie de Victor Emmanuel, et c'était surtout un Français, c'est-à-dire que de naissance, il était né à Nice, et il parlait d'ailleurs, j'avais regardé ça, il parlait pas le français ni l'italien, il parlait le niçois. Et ça a été un grand homme politique italien, né en France, d'où le trophée qu'on se partage, puisque finalement, un grand homme issu un peu des deux pays, tout le monde peut être fier de lui, donc c'est une personnalité consensuelle. Je pensais le niçois, c'était juste une salade. C'est aussi une salade. Allez, comme tu as dit, les U20, la France a perdu contre l'Italie. L'Angleterre a gagné contre l'Écosse en U20, 30-17. Irlande a battu 43-8 quand même contre Pays de Galles. Pour l'info, donc nous, la France, on est 3e pour l'instant, mais qu'avec un seul victoire et 2 défaites, Italie et Irlande. Angleterre qui est 3-0 et Irlande aussi. Je vais te dire un truc, Thierry. Vas-y. Si je peux. On s'en fout d'être 3e. Dans le tournoi de destination, il n'y a qu'un seul truc qui compte, c'est de le gagner. Tous les autres... Non, mais c'est la vérité. Le classement du tournoi de destination n'a pas de sens. Il y a celui qui le gagne et les autres. Ok. Voilà. Bon, en parlant d'autres 6 nations aussi, il y a quand même de fameuses 6 nations, on va dire rugby 15. J'ai oublié chaque fois le titre de cela, mais c'est en ce moment, on a... dans la dernière match, c'était il y a 2 week-ends. Il y a Netherlands qui a battu Allemagne, Belgique qui a battu Pologne, Roumanie qui a perdu contre Portugal, quand même 49 Portugal et 24 Roumanie, et l'Espagne qui a perdu contre Géorgie 38 et l'Espagne 3. Donc ça veut dire que c'est Géorgie, il y a 2 poules, et il y a Géorgie qui est en tête pour une poule et Portugal qui est en tête pour l'autre. Donc voilà, ça donne un peu de vision sur le Six Nations bis, si on peut le dire comme ça. Après, il faut qu'on parle de nous, parce que notre prochain match, c'est contre Pays de Galles. Qu'est-ce que tu penses? Est-ce qu'ils vont changer un peu les joueurs? Moi, je sais plus quoi dire. Parce qu'à chaque fois que je dis que je pense qu'il faut changer, il les change pas. Donc, si je dis, oui, je pense que là, il va les changer, il les changera peut-être pas. Et si je dis, bah non, il a l'air têtu, il va les laisser pour leur relaisser une chance et relaisser au gars l'occasion de se racheter, ce qui peut être une stratégie. À ce moment-là, il va peut-être les changer. Donc, je ne me prononce pas. Je n'en sais rien, mais je pense que c'est pas qu'une histoire de composition. Je pense que, cette défaite, ce match nul apparentable à une défaite, va être l'occasion d'un bon coup de ménage et d'une lessive en famille, hein, comme on dit, on lave son linge sale en famille. D'ailleurs, Julien Marchand disait, il faut qu'on se parle, il faut qu'on se regarde dans les yeux. Et je pense qu'ils en ont un grand besoin. Et mon avis, c'est qu'ils ne l'ont pas fait depuis la Coupe du Monde. Donc là, au moins, ça va être l'occasion de remettre à plat la réalité de ce 15 de France, aux techniciens d'aller chercher la composition qui va bien, mais je pense que c'est secondaire. La question c'est, est-ce qu'on arrive à remobiliser cette génération dans un projet, dans une marche avant? Est-ce que Galtier, dont ce n'est pas le fort, arrive à ressusciter de l'adhésion à quelque chose? Et on sait qu'il l'avait réussi l'année dernière. Le coup d'arrêt de la Coupe du Monde a mis tout ça par terre. Est-ce qu'il peut le refaire? C'est ça la grande question. En plus, ils ont une bonne semaine de plus en fait pour faire tout ça, donc on souhaite plein de bons entraînements. Ça, c'est plutôt une chance, effectivement. Ouais. Et moi, je trouve que la presse en France, c'est quand même dur, quoi. Donc moi, j'aime bien Galtier, donc j'aimerais bien qu'il réussisse, que notre 15 de France bien sûr réussisse avec lui. Mais bon, il a une bonne semaine pour organiser tout ça. Sinon, il y a Italie et Écosse. Je pense que l'Écosse va continuer son chemin, hein, pour être potentiellement rivaliser en fait Irlande, ça peut être intéressant. Et après, il y a Angleterre-Irlande, donc c'est quand même un joli match, celle-là aussi, Angleterre-Irlande. Angleterre-Irlande, ça va être génial. Et c'est un petit peu ce qui va décider si l'Irlande peut faire le Grand Chelem, parce que s'ils ont le dernier match à domicile à Dublin, ils y arriveront.
Donc il faut qu'ils aillent gagner à Twickenham, et ça va être un match très très costaud, très sympa à aller voir. Je reviens sur ce que tu disais. Je ne crois pas que la presse française soit dure, Thierry. La presse française est juste face à une situation quand même cataclysmique. Voilà. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas perdu contre les Italiens, ou en tout cas fait un match nul, encore une fois, à un souffle qui aurait pu être une défaite. Donc c'est tout à fait normal. La presse, en critiquant cette succession de très mauvais résultats un peu inexplicables et inexpliqués, fait son boulot de poser les questions qui s'imposent en fait. N'oubliez pas, nos chers écouteurs, d'aller écouter un autre Français avec un nom italien, ou peut-être qu'il est italien, je sais pas, Mathieu Guidicel, qui est directeur général de Proval, qui a fait cette super interview avec TK, l'américain de ce groupe d'amis réunis par le rugby. C'était notre dernier épisode. N'hésitez pas, parce que c'est les coulisses du rugby professionnel et de ce syndicat qui s'occupe de l'intérêt des joueurs. C'est toujours très instructif. Merci Thierry. C'est toujours un plaisir d'avoir l'opportunité de rencontrer du monde dans ce monde de rugby, dans notre sport préféré. Écoute, on dit un petit coucou à notre cher Charlie. J'espère à bientôt, et à toi aussi en 2 semaines. On se verra en 2 semaines pour parler de Pays de Galles et la France, en espérant avec une victoire. Bien sûr qu'on espère une victoire, on y croit toujours. Quelquefois on est un peu sévère comme tu dis, mais qui aime bien châtie bien, tu connais ce proverbe français, et évidemment on croit que cette équipe de France a toutes les ressources pour faire beaucoup mieux, mais il faut qu'elle nous le prouve, car nous sommes un public, il est vrai, passionné, mais du coup exigeant. Allez, à très bientôt mon cher Théo, à bientôt. Salut, bye bye.